C'est l'un des philosophes les plus lus, les plus traduits dans le monde depuis le petit traité des grandes vertus notamment. Merci André Comte-Sponville d'être avec nous. Et on va parler de Montaigne, on va parler de ce dictionnaire amoureux publié chez Plon dans cette collection absolument exceptionnelle. Montaigne, pourquoi ? Parce que Montaigne est un philosophe d'aujourd'hui, c'est un philosophe qui nous parle du monde que nous vivons en ce moment. C'est d'abord le plus libre des esprits libres. C'est ensuite le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature. Moi, je dirais l'un des deux plus grands écrivains français, l'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez le niveau auquel on se situe. Et cet écrivain de génie est aussi un excellent philosophe qui a lu tous les philosophes de l'Antiquité, que tous les modernes vont lire, et qui, de ce point de vue, est comme la plaque tournante de notre modernité. Enfin, c'est un génie sympathique, ce que tous les génies ne sont pas. C'est un homme extrêmement attachant. Le lire, c'est devenir son ami. Les plus grands l'ont dit. Et puis enfin, en effet, c'est un penseur pour aujourd'hui. Parce que 4 siècles après sa mort, il nous apprend à vivre heureux, le plus heureux possible, c'est-à-dire heureux partant de catastrophes. Oui, et cette modernité-là, parce qu'on parle de la violence aujourd'hui, on a raison de la condamner, mais Montaigne, il a vécu les guerres de religion, des dizaines de milliers de morts. On parle de la Covid-19, Montaigne, il a connu la peste. Et donc, confronté à ces dangers terribles, il nous donne des leçons de vie, des leçons de sagesse. Oui, par exemple, puisque vous en parlez, il nous dirait quoi ? Il ne faut pas avoir peur de la Covid aujourd'hui ? Oui, il dirait la même chose que Jean-Paul II, avec un peu plus d'ironie. N'ayez pas peur. Parce que vous dites, parce qu'au fond, vous êtes montagnien, du coup. Je suis montagnien, oui, à bien des égards. Et Montaigne nous dirait, j'ai vécu bien pire. Parce que la peste, le taux de létalité était proche de 100%. Rappelons que la Covid-19, le taux de létalité, d'après les spécialistes, est entre 0,3 et 0,5%. Ça veut dire que si vous attrapez la Covid, vous avez en moyenne 99,5% de chances d'en réchapper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger. Oui. Je porte le masque, je respecte les gestes barrières. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter de se laisser dominer par la peur. Montaigne écrit dans les Essais « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Eh bien, c'est une formule que je me suis souvent répétée ces jours-ci. Je n'ai pas spécialement peur de la Covid-19, j'espère y réchapper. Et puis, en même temps, si je meurs, il faut bien mourir de quelque chose. Mais j'ai peur de la peur. J'ai peur de cette société où tout le monde se méfie de tout le monde, où on reproche aux jeunes de sortir, de danser, de faire la fête, alors qu'on les voue par ailleurs au chômage en raison des conséquences économiques du confinement. Bref, moi, je suis père de famille. Je me fais plus de soucis pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé de quasi-septuagénaire. Oui, mais ça, c'est pas le discours majoritaire, on va dire, aujourd'hui. C'est aussi votre discours, vous l'adoptez. Mais au fond, vous diriez que Montaigne, du coup, est un rebelle à l'ordre établi. C'est le plus libre des esprits libres. Être toujours contre, c'est pas être libre. Et donc, il n'est pas révolté par principe. Être toujours pour, c'est pas non plus être un esprit libre. Et s'agissant de la Covid, moi, je l'ai dit, le confinement, je l'ai respecté. Je porte le masque, je respecte les gestes barrières. Mais j'essaye d'apporter un peu de complexité, un peu de recul, un peu de nuance. Et du coup, ça affole tous ceux qui ont tellement peur. Vous voyez, souvent, je commence à dire « je porte le masque ». Et je vois après, je reçois des messages de gens qui me disent « vous êtes contre le masque », alors que je le porte comme n'importe qui. Ça veut dire que nous sommes soumis à une forme de politiquement correct que j'appelle le sanitairement correct, qui est le contraire de la liberté de l'esprit. Eh bien, Montaigne, qui est un maître de liberté, nous apprend à résister à cette pression sociale, à cette peur qui est en train d'écraser notre société. Alors, il disait, par exemple, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Ça, oui, parce que c'est un penseur relativiste et en même temps qui ne renonce barbarie, c'est les autres. Et en même temps, qui ne renonce pas à l'universel, parce qu'il dit « tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition ». Eh bien, savoir assumer à la fois le relativisme, autrement dit, le refus de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ethnocentrisme, ceux qui ne jugent que par leur culture à eux. Assumer le relativisme, tout en protégeant, en défendant l'universalisme, là, il y a une singularité philosophique très forte. Et de ce point de vue, à nouveau, je crois que Montaigne est au cœur de notre modernité. Il n'y a pas tant de bêtes au monde à craindre que l'homme, pour l'homme. Et pourtant, il est humaniste. C'est-à-dire que c'est un humanisme singulier qui ne passe pas son temps à célébrer la grandeur de l'homme, qui nous apprend plutôt à nous pardonner mutuellement nos faiblesses. C'est ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde. Non pas une religion de l'homme, ce qui me paraît totalement ridicule, une morale, qu'il s'agit de respecter l'autre et, encore une fois, de communier dans notre commune fragilité. Oui, il n'emploie pas le mot laïcité, mais vous dites néanmoins, il est
laïque. Et au fond, il pense qu'il existe une vérité, il pense qu'il ne la trouvera pas, mais qu'il faut quand même la chercher. Oui, c'est-à-dire qu'il est laïque, au sens où il veut que l'esprit soit libre, ne soit pas dominé par la religion. D'ailleurs, il n'a tenu aucun compte des critiques venant du Vatican. Il croit à la vérité, mais il ne prétend pas la connaître. Autrement dit, il est sceptique, ce n'est pas un sophiste. Il ne dit pas que rien n'est vrai. Il dit que la vérité, on ne la connaît jamais absolument. Et donc, il s'agit de la chercher. Son scepticisme, c'est un mouvement vers la vérité, alors que beaucoup, au contraire, ne cherchent que la certitude. Et Montaigne nous apprend à aimer la vérité davantage que la certitude. Oui. Et de ce point de vue, là encore, c'est un maître à penser pour aujourd'hui. Moi, j'ai choisi Montaigne parce qu'au fond, un dictionnaire amoureux, c'est quoi? C'est un livre ordonné alphabétiquement, un dictionnaire sur un sujet que l'auteur aime passionnément. Oui, vous parlez de l'amour, de la mélancolie, vous parlez, voilà, il y a des chapitres. Et au fond, vous dites, Montaigne, cessez à vivre. Au fond, on pense aux essais, aux fameux essais de Montaigne, vous dites, au fond, il cessait à vivre. Oui, c'est le sens du mot, parce que quand on parle des essais de Montaigne, nous, on a en tête le sens... aujourd'hui, un essai, c'est un genre littéraire. Mais du temps de Montaigne, ça n'existait pas. Autrement dit, il a créé un genre qu'on appelle aujourd'hui les essais, qu'il appelle essai parce qu'il s'essaie lui-même, il essaie ses propres facultés, son propre jugement, il essaye de vivre, il essaye de penser. Et le miracle, c'est que créant un nouveau genre littéraire, le genre des essais, il s'installe définitivement au sommet du genre qu'il vient de créer et de baptiser. Parce que jamais quelqu'un ne vous dira « j'ai fait un essai qui est quand même supérieur aux essais de Montaigne ». Ça, je dirais, c'est exclu presque a priori. Et c'est un cas sans précédent. Créer un genre, le nommer et s'installer définitivement au sommet du genre qu'on vient de créer. Au sommet, on pourrait parler, parce que c'est un dictionnaire foisonnant, on parle de l'amitié avec la Boétie, bien sûr. Il met l'amitié au-dessus de tout. Il parle de sexualité, il parle de tout un tas de sujets, il parle de tout finalement. Il parle de tout, oui. Il fait son portrait philosophique et en se peignant, comme disait Voltaire, il a peint l'humanité. Et ça, c'est formidable de pouvoir se retrouver. Qu'on soit d'accord ou pas, par exemple, sur l'amour et l'amitié. Montaigne met l'amitié plus haut que l'amour. Oui. Moi, c'est l'inverse. Je préfère l'amour à l'amitié. Ah, il dit à l'amour, quand c'est parfait, c'est que c'est l'amitié, en fait. Non, il ne dirait pas ça. Il dit que d'abord, l'amitié, c'est entre hommes. On ne peut pas avoir une amitié quand on est homme avec une femme, alors que l'amour suppose la rencontre des corps. Donc, Montaigne préfère l'amitié à l'amour. Moi, c'est l'inverse. Je préfère l'amour à l'amitié. S'agissant d'amour, Montaigne préfère la passion amoureuse au couple. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le couple à la passion amoureuse. Moyennant quoi, c'est justement parce que nous n'avons pas la même sensibilité, nous ne sommes pas d'accord dans la façon de penser l'amour et l'amitié, que Montaigne m'a tellement éclairé. Parce que justement, c'est un dialogue qu'on entretient avec lui. Quand on le lit, c'est comme si on discutait avec un ami. Il vous aide à préciser ce que vous pensez, y compris quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Oui, 2 phrases. Les choses ne valent que par l'esprit du possesseur. Nous ne pouvons être heureux que si nous jugeons l'être. C'est fondamental. Oui, c'est un art de vivre heureux, mais je dirais encore une fois de vivre à peu près heureux, c'est-à-dire heureux. Montaigne ne fait pas partie de ceux qui veulent nous proposer un bonheur immuable, intangible, indestructible. Il y a une phrase de Montaigne que j'aime beaucoup, dont je me suis fait une espèce de mantra. Montaigne écrit « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler ». Tendre au sens de fragile, au sens où on parle d'une pierre tendre, d'un bois tendre. Autrement dit, il faut accepter notre fragilité, il faut accepter notre finitude, notre mortalité, notre imperfection. Et dans cette acceptation, trouvons les moyens de vivre le plus heureusement possible. Oui. Il dit, l'homme, certes, c'est un sujet merveilleux. C'est le sujet de toute sa vie. Oui, merveilleux au sens de étonnant, ce qui est le vrai sens de merveilleux au XVIe siècle, pas au sens d'admirable, de miraculeux. Non, simplement tellement compliqué à comprendre, à analyser. Et puis nous sommes tous tellement différents entre nous, et même différents chacun de lui-même à un autre moment. Autrement dit, Montaigne est un penseur de la pluralité, un penseur du devenir, du changement, de l'impermanence. Oui. Il y a des chapitres étonnants, même un chapitre qui s'appelle Excrément, il y a un chapitre qui s'appelle Colique. En fait, Montaigne est un homme qui vibre. Oui, parce que, comme il l'écrit, nous sommes merveilleusement corporels. Et merveilleusement, là encore, ça veut dire étonnamment. Autrement dit, croire que l'homme, ça n'est qu'un esprit, qu'une âme, ça n'a pas compris ce que c'est que l'homme. Et en effet, il y a des textes tout à fait pittoresques, amusants et intelligents sur les excréments, en effet, sur la sexualité. Il y a des pages sublimes. Je ne connais pas de plus beau texte sur la sexualité que le chapitre qui s'appelle « Sur des vers de Virgile » dans les essais de Montaigne. Oui, la branle, c'est le bonheur.
Le branle. Le branle est un mot masculin. Alors, branler, ça veut dire bouger, changer. Oui. Et il y a une phrase formidable dans les Essais de Montaigne. Montaigne écrit « Le monde est une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides publiques, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur propre. » Et il conclut magnifiquement « La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. » Oui. Autrement dit, quand on a le sentiment que rien ne bouge, que tout est constant, ça veut dire que ça bouge très lentement, languissamment. C'est un penseur de l'impermanence, du devenir. C'est son côté oriental. Il y a un chapitre zen aussi, parce que je montre que Montaigne, à bien des égards, est le plus chinois des penseurs français, le plus asiatique des penseurs français. Il est au fond très proche de certains maîtres zen. Oui, et pourtant, il est assez conservateur. Il est conservateur, oui, parce qu'il est traumatisé par une nouveauté, comme il dit, qui est le protestantisme. Et il constate que ceux qui ont voulu inventer une nouvelle religion ou modifier la religion ancienne qui était le catholicisme ont apporté des guerres monstrueuses qui sont les guerres de religion, parce qu'il est contemporain, encore une fois, des guerres de religion. Et donc, en effet, il est conservateur, mais je dirais raison de plus pour le lire quand on est progressiste, que c'est de mon cas, parce que du coup, il montre que pour qu'une société progresse, il y a toujours des choses qu'il faut savoir conserver. C'est le contraire de la table rase. Et il y a bien longtemps, pour ma part, que je ne crois plus à la table rase. Oui, merci infiniment André Comte-Sponville. Qu'est-ce qu'il dirait, la Montaigne, s'il pouvait s'adresser à une télévision, là, aujourd'hui? Il dirait quoi, vous qui le connaissez si bien? Il dirait, par exemple, une phrase que j'aime beaucoup, « Je veux qu'on agisse ». Et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. C'est l'une des plus belles phrases de la littérature française. Si j'avais le temps, je la commenterais, je crains qu'on ne l'ait pas. Je me contente donc de la répéter. Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Il nous apprend à aimer la vie plutôt qu'avoir peur de la mort. Il nous apprend à accepter notre imperfection plutôt que de nous la reprocher. Il nous apprend à vivre le plus heureusement, le plus librement, le plus lucidement possible. Merci André Comte-Sponville, dictionnaire amoureux de Montaigne chez Plon. On vous a donné envie de le lire, j'en suis sûr. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.